La fin du monde est à 7 heures, annonçait le téléviseur. La fin du monde est à 7 heures. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie à lui ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du Le ciel monde. s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Mercredi 12 avril 2000, le maire de Montréal fait une sortie exceptionnelle sur le balcon de l'hôtel de ville en compagnie d'un Français. Tuez la une, et puis tuez donc le maire, un coup parti. Et à la météo ce soir, ma mère. J'espère qu'elle ne parlera pas encore de la fois où j'ai fait pipi debout sur une table de cabane à sucre en chantant Jambalaya. Ce serait tellement gênant. Oh, bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Alors, je suis très inquiet pour mes beaux programmes, moi. Parce que, en effet, j'ai appris aujourd'hui que le Fonds de la télévision a refusé de financer pour l'année prochaine certains de des romans, dont le retour, mon retour. Et le motif pour lequel on ne donne plus d'argent au retour, c'est parce que cette émission n'aborde pas clairement, apparemment, des sujets canadiens. Ben, voyons si c'est vrai en regardant immédiatement un petit extrait de cet excellent téléroman mettant en vedette Angèle Coutier et Rita Lafontaine. On regarde. Ah! Là, faudrait bien que j'appelle Maurice, mais mon Dieu, comment lui dire ce que j'ai à dire sans le dire vraiment? Ah, puis je l'appelle. Maurice? Oui, allô? Maurice? Allô? Maurice? Qui parle? Excuse, Maurice, je parlais dans ma tête, c'est Madeleine. Tu sais pourquoi je t'appelle? Je m'en doute. Appelles-tu de Pointe-aux-Cèdres? En tout cas, tu pourras pas dire que je te l'ai pas dit. Rappelle-moi plus jamais, Maurice. Pourquoi? Tu sais. Mon Dieu, ça sonne. Je vais aller répondre. Rose! Est-ce que je peux entrer? Rentre. J'entre. Qu'est-ce qu'il y a, Rose? Je t'avais dit de plus jamais mettre les pieds ici. T'as appelé Maurice. Je pense que ça te regarde pas. Ça me regarde. Et tu sais très bien pourquoi. Bon, c'est vrai. Dis ce que t'as à dire, là, mais fais ça vite. Tourne-toi, Madeleine, il faut que je te parle. Tu sais, je suis venu te dire que depuis ton retour à Pointe-aux-Cèdres, c'est plus pareil. Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Fais pas l'innocente. Appelle plus Maurice. Pourquoi? Je vais te le dire pourquoi. Ben oui, c'est vrai que ça manque peut-être un petit peu de contenu canadien. Oui. Quoique je suis sûr, moi, qu'avec seulement quelques petites modifications de rien, on pourrait rendre ça beaucoup plus canadien. Voyez. Faudrait bien que j'appelle John Diefenbaker, mais mon Dieu, comment lui dire que j'aime les produits de l'érable et le bœuf de l'Ouest et la morue de l'Atlantique? I really don't know. Ah, puis je l'appelle sur mon téléphone inventé par Alexander Graham Bell, un Canadien. John? Oui, allô? Qui parle? Excuse-moi, John, je chantais le Haut-Canada dans ma tête. C'est Madeleine. Tu sais pourquoi je t'appelle, hein? Oui, je le sais. Parce que nous, Canadiens, sommes maîtres dans le domaine des télécommunications. C'est donc bien vrai, ça. Rappelle-moi plus jamais, John. Pourquoi? Tu le sais. Oh, mon Dieu, ça sonne à la porte. Je vais aller répondre. Terry Fox! Tu peux entrer? Oui, certainement. Entre et poursuis ta route pour sensibiliser ton peuple qui vibre à l'unisson. Oh là! Qu'est-ce qu'il y a? Je t'avais dit de plus jamais mettre le pied ici, à Saskatoon? T'as appelé John. Oh! Je pense pas que ça te regarde, ça. Ça me regarde et tu sais très bien pourquoi. Oui, c'est vrai. Bon, dis ce que t'as à dire là, dans une des deux langues officielles, puis fais ça vite. Tourne-toi, Madeleine, il faut que je te parle. Je suis venu te dire que depuis ton retour à Yellowknife, c'est plus pareil. Sous-entendrais-tu que le Canada est un des plus grands exportateurs de pâte et papier? C'est vrai. En 1996, les exportations ont compté pour plus de 8 du produit intérieur brut. Fais pas l'innocente. Appelle plus John. Pourquoi? Je vais te le dire pourquoi.
C'est beaucoup mieux, ça! Hein? On a parlé de produit international brut. On a su garder, je pense, toute la saveur du texte qui fait de Mon Retour le téléroman favori des Québécois. Mais là, je pense que la présence du Canada et de ses vraies valeurs pourrait être encore un tantinet plus accentuée. Voyons. Là, faudrait bien que j'appelle Radisson et Desgroseilliers, mais mon Dieu, comment leur dire que le mot Kanata signifie une agglomération de tipis et non pas le pays qu'habitent les Autochtones? Ah, puis je les appelle. Oh, c'est occupé. Ça sonne à la porte. Ça doit être à Tom et Goyane. Je vais répondre. Rose! Est-ce que je peux entrer? Entre. J'entre. Je t'avais dit de plus venir ici, Rose. J'ai quelque chose à te dire. Viens, installe-toi. Faisons un genre de gorge. Ah, ça, c'est un téléroman comme je les aime. Ça, il y a du suspense, il y a des revirements inattendus et un contenu canadien qui mérite toutes les subventions que Mme Sheila-Copps peut nous offrir. Alors, je pense avoir, une fois de plus, sauvé notre belle télévision. Seigneur Dieu, dès qu'il y a une folle dans le bureau en haut qui pense que chacun devrait juste faire sa job. Seigneur, s'il fallait écouter les affaires de même, on serait encore à l'âge de Pierre. Maintenant, pour les... Maudite folle. Maintenant, pour les nouvelles. Pour les nouvelles de la fin du monde, notre bon maire Bourque recevait de la grande visite aujourd'hui en la personne de M. Philippe Séguin, ex-président de l'Assemblée nationale française et peut-être futur maire de Paris. Alors, sur mon petit programme ici, je lis que les deux hommes se sont rencontrés à l'Hôtel de Ville, qu'ils ont eu un petit entretien et qu'ensuite, en compagnie de M. Séguin, le maire Bourque est sorti sur son balcon. Le maire Bourque est sorti sur son balcon. Le maire Bourque est sorti sur son balcon! Ah! Le maire Bourque est sorti sur son balcon! Ah! Mon Dieu, je réagis donc bien gros, moi. Note à moi-même, je vais juste appeler le docteur Gendron de renouveler ma prescription de Valium, de Percodan et de Démérol. Excusez-moi. Maintenant, le reportage de Jean-René Dufort sur cette rencontre historique. On écoute. Notre valeureux maire Bourque nous avait conviés ce matin à un photo-op afin de le prendre en photo avec son prestigieux invité français, Philippe Séguin, aspirant maire de Paris, ex-président de l'Assemblée nationale des Français, ainsi que prof à temps partiel à l'UQAM. Croyez-le ou non, M. Séguin est venu chercher des idées et de l'expertise auprès du maire Bourque. Bon, je prendrai un exemple, comment dirais-je, tout bête, le problème des extrêmement canins. Ici, c'est un problème réglé, nous n'avons pas réussi à le régler à Paris. Et il faut essayer de comprendre pourquoi ça a été réussi à Montréal. Et je pense effectivement qu'il a une expertise dont j'ai essayé de profiter. Les gazons sont tons. Quand on veut faire plaisir à un Français à l'Hôtel de Ville, on lui fait visiter le balcon de l'Hôtel de Ville. Cette installation municipale où le général de Gaulle des Français avait crié « Vive le Canada français! Voyons, mais semble c'est pas ça. Vive le Québec libre! » Ah, c'est mieux. Alors voilà, c'était ici. La place a beaucoup changé depuis. Oui, tout à fait. Là, on a fait un temps. Voyez, un Français, c'est comme un barbecue. C'est toujours heureux sur un balcon. Est-ce que ça vous a tenté de lâcher un petit « Vive le Québec libre » Bah écoutez, j'ai cherché désespérément le micro. Là, visiblement, en 67, il y a eu un miracle du micro. Là, ce coup-ci, on avait pris des précautions. C'est juste une question de micro, sinon vous l'auriez fait. Oh, bah écoutez, je crois que ce qui a été dit en 67 reste plus actuel que jamais. Je sais pas, mais ce qui est actuel, c'est que le maire Bourque passe ses journées à rien faire. Ici Jean-René Dufort, à Montréal.
Et on va rejoindre Jean-René qui revient à peine de cette illustre rencontre. Jean-René, bonsoir. Oui, c'était mémorable. C'était mémorable. Jean-René, est-ce qu'il y a eu quand même, mis à part cette mise en scène là, pour des photos, apparemment, dans un premier temps, est-ce qu'il y a eu un message quand même, à part l'expertise de M. Bourque là, sur les excréments de chiens? Non, il n'y a pas eu grand message. Il faut dire que M. Séguin faisait ses devoirs parce que pour être maire à Paris, il faut d'abord avoir l'amour des Parisiens, mais il faut aussi, et c'est un critère officieux, être capable de rayonner de par le monde. Avoir une vision, une renommée internationale. C'est ça. Okay. C'est ce que M. Séguin faisait pour devenir maire de Paris un jour, c'est-à-dire il rayonnait. Et là, il va revenir avec le scrapbook pour montrer ça. D'ailleurs, notre maire Bourque rayonne très bien. Ben oui, j'imagine. Mais revenons, M. Séguin, juste pour savoir, parce que vous avez abordé le sujet avec lui au sujet de la souveraineté et de ces questions constitutionnelles. Lui, dans son livre qui est sorti au début de l'année, je pense, disait qu'on devrait mettre l'idée, les discussions constitutionnelles de côté, ou pas, en tout cas pas de référendum, pendant au moins 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des journalistes ou vous qui avez abordé la question? Est-ce qu'il est toujours du même avis, M. Séguin? Bien, il ne cache pas son penchant souverainiste. D'ailleurs, il nous confiait que le Vive le Québec libre avait toujours sa place. Oui. Et il ne cache pas aussi le petit côté qu'il n'aime pas la loi de Stéphane Dion. Et donc, ça sent le souverainisme malgré la retenue de non-ingérence que les Français nous disent souvent. D'accord. Bien, merci infiniment. On se quitte là-dessus, Jean-René. Ça fait plaisir. Bonne fin de soirée à vous. Vous-même. Merci beaucoup. Nous allons faire une... On se vous voit donc. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous, vous. La fin du monde est à 7 heures. Eh bien, le cas du petit Elian Gonzalez que s'arrachent, bon, les Cubains, les Américains, la famille de sa mère et son père me sidère, moi, complètement. Dire d'abord qu'il y a tant d'enfants qui ne sont pas désirés dans le monde et qui... Non, je ne me retournerai pas, je sais très bien qui, à côté de moi, me tire la manche comme ça et je ne veux pas la voir. Ah, bâtard! Amélinus Graton de Oka, je le sais que t'es là. J'ai senti ta couche à 3 blocs d'ici, tantôt. Allô, Oui, allô, maudit enfant lette. T'en fait in vitro, toi, hein? Oui. Oui, pour moi, ils ont oublié de laver la bouteille. Qu'est-ce que tu veux, Amélilus? T'as pas du balai. Ah, t'aurais pas pu faire un de tes maudits dessins malheureux à la place? Non, t'as pas du balai. Tu veux faire du ballet, absolument? Bon, ben, envoyez de la musique, là, que la guenon, elle se fasse aller, puis qu'on en finisse une fois pour toutes après. Envoyez France, s'il te plaît. OK, a fini, on est content. Oui, oui, c'était bien beau, c'était beau. Garde, va jouer dans la sécheuse, là, puis si t'as le temps, fais-toi un masque avec ça, OK? Qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça. Alors, les enfants pas désirés par rapport à Elian Gonzalez, c'est terrible de voir, évidemment, l'ampleur politique que tout ça a pris. Regardons à ce sujet le reportage que nous a préparé M. Patrick Masbourian. Le sort du petit Elian Gonzalez est loin d'être décidé. C'est au cœur d'une véritable tempête politique qu'il se retrouve maintenant. En effet... Nous interrompons notre programmation pour un bulletin spécial d'information. Eh bien, on apprend à l'instant que le jeune Elian Gonzalez vient de se gratter la narine droite. C'est une nouvelle qui réjouit la communauté cubaine en exil aux États-Unis, qui voilà un signe évident de la préférence du petit Elian pour la société capitaliste américaine. On retourne maintenant à notre programmation régulière. C'est un enjeu qui prend une ampleur médiatique démesurée, même chez nous. On a pris le sort d'un seul enfant et on en a fait le symbole d'une résistance des anticastristes contre le régime actuel de Cuba. C'est devenu une prolongation de la guerre froide, c'est-à-dire de l'endiguement, par d'autres moyens, par la propagande. Et le lobby anticastriste. Nous interrompons notre programmation pour un bulletin spécial d'information. Eh bien, on apprend à l'instant que le jeune Elian Gonzalez vient de se mettre un doigt dans l'oreille droite. C'est une nouvelle qui réjouit la communauté cubaine en exil aux États-Unis, qui voilà un signe évident de la préférence du jeune garçon pour la société capitaliste américaine. Là-dessus, on retourne à notre programmation régulière. Parce que n'oubliez pas que, théoriquement, le petit Elian fuyait le régime cubain. Alors, l'idée, c'est de prolonger cette fuite et de faire la démonstration que, ils l'ont fait d'ailleurs avec des biens matériels et tout ça, de faire la démonstration que le régime américain est plus accueillant et finalement le meilleur endroit où le petit Elian peut s'épanouir. Nous interrompons notre programmation pour un bulletin spécial d'information.
Eh bien, on apprend à l'instant que le jeune Elian Gonzalez vient de se passer la main droite dans les cheveux. C'est une nouvelle qui réjouit la communauté cubaine en exil aux États-Unis, qui voilà un signe évident de préférence du jeune garçon pour la communauté capitaliste américaine. Là-dessus, on retourne à notre programmation régulière. Il s'agit du sort d'une personne qui, si elle n'était pas d'origine cubaine, aurait été réglée bien longtemps avant cela. Et c'est vrai ce que dit Marc Laurando. Patrick, bonsoir. Bonsoir, c'est très intéressant parce qu'on se disait avant la discussion... Qu'est-ce qu'on se disait? Bien, on se disait qu'en tout cas, en ce qui me concernait, combien j'étais étonné et surpris de voir le poids qu'ont les lobbyistes cubains à Miami et le pouvoir qu'a cette communauté-là là-bas que je ne soupçonnais pas du tout. Ce à quoi on assiste, c'est vraiment une manifestation spectaculaire de ce lobby qui réussit à faire écho à cette espèce d'orgueil américain. Hein. Les Américains aiment être les number one et ils ne vont pas encore une fois perdre la face devant Cuba, cette fois-ci en perdant, si vous voulez, le petit Elian. Et effectivement, ces castristes ou ces anti-castristes, plutôt, sont des Cubains exilés, bien sûr, très fortunés, semble-t-il. Plusieurs auraient des banques en Floride. Donc, plusieurs, semble-t-il, n'ont pas tout perdu avec la Révolution. Pour la plupart, évidemment, c'était des sympathisants là, de Batista qui ont fui et qui se sont retrouvés aux États-Unis et qui mènent cette croisade fondée sur cette rancœur-là. Évidemment, c'est des gens qui ont perdu beaucoup avec la Révolution. Et là, pour eux, c'est vraiment eux là, qui essaient de mener cette guerre-là. Est-ce qu'ici, dans ce qu'on reçoit, bien évidemment, on reçoit à peu près ce que les Américains en général doivent recevoir comme information, mais est-ce qu'on lit bien ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'il y a des choses qui sont... comme on porte l'attention et sur des détails, évidemment, comme le montrait le reportage, mais est-ce qu'on est vraiment au courant de ce qui se passe? Marc Laurando a parlé de propagande. Je pense que de part et d'autre, d'ailleurs, il doit y avoir propagande. Mais là, le rebondissement de la journée, par exemple, c'est que là, évidemment, Mme Reno, qui est, si vous voulez, un peu la ministre de la Justice là-bas, la General Attorney, a mandaté une tierce partie, si vous voulez. C'est une sœur, une religieuse qui va comme médiatrice. qui va devenir une espèce de médiatrice, qui va prendre l'enfant sous sa charge. Et elle s'en va convaincre les Cubains là, qui ont même menacé de résister à la force de céder puis de laisser partir l'enfant. Mais oui, il faut le remettre à son père. J'ai oublié la question que vous m'aviez posée. Ben non, c'est très bien, c'était une belle réponse. Merci infiniment, Patrick. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec les sports. Patrick, OK, on s'en va faire une pause. Eh bien voilà, normalement, c'est le moment, évidemment, c'est le moment de la chronique des sports, normalement avec Paul Oud, mais Paul Oud n'est pas là ce soir pour une raison mystérieuse. Nous avons quand même heureusement trouvé un remplaçant, mesdames et messieurs, pour la première fois à la fin du monde. Le mystérieux Aldoud! Aldoud! Bonsoir. Oui, ça c'est gentil. Monsieur Aldoud. Le maître des aiguilles. Le maître des aiguilles, c'est votre titre, hein? Vous venez d'où, Monsieur Aldoud? D'un endroit inconnu. Ah, qu'on vous reconnaît donc pas, hein? Alors, ce que nous allons faire ce soir... Oui, expliquez-nous. C'est faire les prédictions des séries éliminatoires du hockey qui débutent, comme vous le savez. Il y a 8 séries. 16 équipes sont qualifiées. D'accord. Les ballons argentés représentent les équipes de l'association Ouest. Et les ballons jaunes, ceux de l'association, celles de l'association Est. Amenez-moi 2 ballons à la fois. Certainement, Paul. Grâce à cette aiguille. D'accord, Paul. Et surtout, ne tentez pas ceci à la maison. Non, évidemment. Je vais éliminer chacune des équipes. Il n'en restera donc que 8. D'accord. Alors, on commence... Attendez. Oh, pardon. Musique, s'il vous plaît. Musique. Oh. Oh, Seigneur. On en est là. Première série. On en est là. Buffalo, Philadelphie. Une série difficile à prédire. Philadelphie gagnant. Philadelphie gagnant. C'est très fort, Paul. On enchaîne. Toronto. Ottawa. Donc, c'est le premier match ce soir. On continue, Paul. Oh! New Jersey a raison de la Floride. Ah, raison. Vous savez que c'est ma main qui est là. Hein? Je dis ça comme ça en passant. OK, d'accord. OK, on continue. Washington battra Pittsburgh. C'est extraordinaire. Ça vous vient comme ça? Oui, vous réfléchissez pas. Ça vous vient avec l'aiguille. Ben oui, c'est ça, j'avais compris. On y va encore, Paul. Là, on est dans l'Ouest maintenant. On est dans l'Ouest, on sait. Alors, c'est Dallas-Edmonton. D'accord, Paul. Oh! C'est Dallas. C'est très fort, hein? Vous m'épatez. Chaque paire de ballons a sa surprise. Est-ce que c'est la dernière? Non, c'est l'avant-dernière. Détroit. Il en reste... Okay. Détroit, Los Angeles. San Jose. Los Angeles, pardon. Ah!
Détroit. Ça fait mal! Détroit! D'accord. On Et poursuit? maintenant, la dernière paire, je pense qu'il en reste une. Ça, c'est dans l'Ouest, ça. C'est dans l'Ouest. Saint-Louis l'emportera C'est sur très San Jose. fort! C'est très fort ce que vous avez réussi à faire. Il en reste une paire! Il en reste plus encore. Oh, il en reste plus encore! C'est vrai? Colorado, Phoenix. Aïe, aïe, aïe. Colorado. Colorado. Écoutez, c'est magnifique. Mais il en Bravo, reste monsieur. d'autres Il en reste encore. d'autres? Combien il y en a? Non, faudrait les... Ah, faudrait le lever. Oui, oui. OK, bien, il faut les lever pour les montrer. C'est ça que vous voulez que je fasse, Paul? Non, je pense que toutes les équipes... Oui, je pense qu'ils sont tous passés, Paul. Ah, voilà. Enlevez le masque. Merci infiniment. Quelle démonstration. Vous n'avez pas de nouvelles de... Oh, Seigneur. Attendez. C'est la chose la plus pitoyable que j'ai vue de ma vie. Merci. Merci infiniment, monsieur. Nous allons faire une pause et nous revenons avec la météo. Imaginatrice, restez là. Eh bien, cette semaine, à la météo, un spécial. En effet, nous avons invité toutes nos mères à venir nous dire le temps qu'il fera. Et ce soir, nous poursuivons avec la mère de cet individu ici, qu'on peut voir au regard légèrement angoissé. Ma génitrice, Madame Michel Larouche-Labrèche. Madame Larouche-Labrèche, bonsoir. Bonsoir, mon enfant. Bon, alors, on va commencer... Oh, Seigneur. On va commencer avec la météo, si vous voulez bien, Madame Larouche-Labrèche. Bien sûr. Oui. Alors, le soleil revient demain. Et minimum moins 2 et maximum plus 7. Merci, t'es parfait. Voilà. Ah, dis-moi la différence, parce que c'est la même question que je pose tous les soirs, finalement, la différence entre l'enfant que j'étais et ce que je suis devenu. Est-ce qu'il y a des traits caractéristiques qui se sont prolongés ou est-ce qu'effectivement, je suis deux personnes complètement différentes? Oh, ben tu t'es amélioré, heureusement, mais déjà petit, tu avais quand même... je sais pas, tu étais très décidé. Je me souviens qu'un jour, je t'avais disputé et puis que ta petite tête blonde t'avait claqué la porte et que tu t'étais resté enfermé tout l'après-midi. Alors... Mais est-ce que je n'aime m'excuser? Est-ce que je faisais amende honorable parce que tu sais que je t'aime? Je m'en souviens pas. Non, je m'excusais pas souvent. Non. Non, ben je suis désolé. En tout cas, aujourd'hui, je m'excuse pour toutes les portes que j'ai claquées. Ben j'accepte tes excuses, Mais chérie. et je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et sois heureuse. Toi aussi. Merci, bye.